Bah alors, Mogo, on a une calvache? Non, moi je pense que sous son bonnet, il y a des trucs louches. Non, moi je pense qu'il a vraiment une calvitie. Ouah, bande de moldus que vous êtes. Bah c'est bien, bravo. Mais continuez, allez, c'est parti, c'est la fête, c'est la folie. Et bah vous savez quoi, pour tous ceux qui veulent voir mon gros crâne bien dodu, venez sur mon Instagram Mogota-sama. Là-bas, parfois je posterai ma grosse tête, vous inquiétez pas. Bande de curieux que vous êtes, vous en avez pas fini avec ma tête, hein. Bande de fourbes, et vous je vais pas vous lâcher. Et vous allez voir en convention, on va se fight. Oh je rigole, hein, parce que 100 personnes contre moi ou plus, et moi j'assumerai pas. Venez manger tous ensemble et la paix, tout simplement. Bande de fourbes. Et puis même si j'ai une calvasse, de toute façon, je l'aime mon bonnet. Ouais. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après cette petite intro, on se retrouve pour une histoire qui m'a retourné le cerveau encore une fois. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre parce que franchement, vous n'êtes pas prêts. Chaque petit détail est important, vous allez comprendre par vous-même. L'histoire d'aujourd'hui est tout simplement dingue, donc accrochez-vous bien. Sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. L'affaire d'aujourd'hui est le genre d'affaire qui me laisse complètement bouche bée face à la connerie humaine. C'est une histoire qui nous montre à quel point l'humain est capable des pires choses. Régulièrement sur la chaîne, j'ai l'habitude de traiter des affaires où des gens tuent pour des pulsions sexuelles, sadisme, jalousie, haine ou même pour de l'argent. Cependant, de mémoire, il ne me semble jamais avoir évoqué d'histoire où une personne a été tuée par simple lâcheté. Lorsque j'ai commencé les recherches concernant le meurtre de Molly Watson, je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai découvert et le motif insensé de sa mort. Je vais donc éviter de trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Mais on va se plonger tout de suite dans un rapide contexte. Qui est Molly Watson? C'est une jeune femme épanouie, mère d'un petit garçon, et qui possède sa chaîne YouTube où elle poste des vidéos de sa vie et de sa passion. Elle s'est fiancée récemment avec James Eddy, l'homme qui partage sa vie depuis 7 ans. Comblée de bonheur, elle est en plein préparatif pour ce grand jour qu'elle attend folle d'impatience. Cependant, à 2 jours de dire oui en robe blanche à celui qu'elle aime, elle est retrouvée morte, une balle à l'arrière de la tête sur une rue boueuse et isolée. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Mais qui a bien pu abattre si froidement la future mariée alors qu'elle semblait aimer de tous et n'avoir aucun ennemi? Elle, qui n'était que lumière et amour, a été trahie d'une ignoble façon et perdra la vie lorsqu'elle découvrit la vérité. Confrontée à son imposture et ses faiblesses, son assassin préféra la tuer que d'avouer la vérité et assumer leurs conséquences. Malheureusement pour lui, en plus d'être un lâche, cet individu est complètement stupide. Il va réussir à mener la police directement sur ses traces une fois son crime accompli. Ladies and gentlemen, il est temps maintenant de découvrir l'effroyable histoire de Molly Watson. Let's begin. Molly Nicole Watson est née le 15 décembre 1982 à Moberly dans le Missouri. Fille de Timothy Earl Watson et de Sandra Lynn Davis, elle a grandi au sein d'un foyer aimant à Huntsville. Son père avait servi dans l'armée américaine, avant d'être embauché au sein de la centrale électrique de Thomas Hill où il restera jusqu'à sa retraite. Il est connu pour être un homme calme, généreux, aimant et intègre. Des valeurs peu communes aujourd'hui et qui manquent cruellement. Sa femme, régulièrement surnommée Sandy par ses proches, est décrite comme ayant la main verte, écoutant du rock classique, lectrice avide et bonne vivante. C'est le 31 décembre 1969 qu'ils décidèrent d'unir leur destin jusqu'à la fin de leur jour. De cette union naîtront 3 enfants, Timothy, Heather et Molly. Malheureusement, peu de temps après la naissance d'Heather, le 10 juillet 1974, elle perdra la vie. Elle est morte à l'âge de 2 mois. C'est tellement triste. Imaginez la douleur des parents qui perdent un être cher. Sincèrement, je ne souhaite à personne de vivre ça, pour rien au monde. Aussi dramatique que fut cette épreuve, elle sembla encore davantage souder les liens familiaux, et Tim est devenu un grand frère très protecteur.
Ici, comme le père et le fils ont le même prénom, quand je dirai Tim, il s'agira du frère de Molly, tout simplement. Et lorsque j'évoquerai son père, je dirai tout simplement Timothy. D'ailleurs, à ce sujet, je suis un peu curieux, j'aimerais avoir votre avis sur le fait de donner son prénom ou le nom de sa femme à son fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est bizarre, peut-être un peu trop? J'attends vos avis avec impatience. Bref, reprenons notre histoire. Tim prenait soin de sa sœur, ils ont toujours été très proches. Il la considérait d'ailleurs comme sa meilleure amie. Malgré le syndrome d'Asperger dont souffrait Molly, elle était une excellente élève et réalise une formation axée sur les ordinateurs, l'éducation et la psychologie dont elle était sortie diplômée. Pour ceux qui l'ignorent, le syndrome d'Asperger fait partie des TSA, les troubles du spectre autistique qui impactent sur la façon de communiquer et interagir avec les autres. Cependant, ce trouble semblait être sous contrôle pour Molly. Elle menait une vie sociale tout à fait normale. Ses proches la décrivent comme une personne gentille, aimante, déterminée, créative et tout le monde l'appréciait. Elle aimait voyager, chanter, faire des costumes et avait même lancé sa propre chaîne YouTube. Naturelle et douce, elle y publiait des vlogs, des vidéos de sa passion, enfin, vous pouvez l'imaginer, elle kiffait sa life, bordel. Elle partageait même des sessions de maquillage et elle en train de chanter. Du côté de sa vie personnelle, au début de sa vingtaine, Molly avait déjà eu un premier mariage. Mais celui-ci n'avait pas fonctionné et il s'était soldé par un divorce. D'ailleurs, au moment de la rupture, c'est là qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Et peu de temps après, elle donna naissance à un fils, Declan Davis Johnson. Malgré des recherches poussées, il est impossible de trouver plus d'informations fiables concernant ce premier compagnon ou même de leur enfant commun. Plus tard, elle a eu une relation amoureuse avec une ancienne amie d'enfance, Amber Brady, avec qui elle restera environ 5 ans. Concernant cette relation, il y a deux versions, celle d'Amber et celle des proches de Molly. Par transparence et n'ayant aucune façon de vérifier, je vais vous donner les deux versions de l'histoire. Et comme ça, vous pourrez garder celle que vous jugez la plus plausible. D'après son ex-petite amie, les deux femmes ont commencé à se fréquenter alors qu'elles étaient respectivement mariées chacune de leur côté. Mais c'était pas si gênant, vu que toutes les deux avaient des soucis de couple. Peu à peu, leur relation qui était très amicale a fini par évoluer sur quelque chose de très intime. Et c'est là qu'elles ont décidé de ne plus se cacher et de se mettre en couple. Les deux amies d'enfance devenues amantes emménagent et élèvent ensemble le petit Declan. Malheureusement, alors qu'Amber pensait que la famille recomposée ainsi que le couple formé était solide, elle va vite déchanter. En effet, Molly obtient un nouvel emploi au centre correctionnel de la région de Moberly. Et c'est là que d'après l'ancienne compagne de Molly, qu'elle rencontre un homme. Et avec cet homme, elle va commencer à entretenir une relation. Et ce jusqu'au jour où Amber, soupçonneuse, va les surprendre dans un motel. Ça doit être terrible. T'imagines toi, t'es dans une relation depuis longtemps, et là tu te rends compte que la personne qui est en face de toi est en train de te tromper. Et tu vois ça en direct. C'est un cauchemar, et j'ose même pas imaginer. Comme vous vous en doutez, suite à cette découverte, la relation se termina de façon brutale. Amber va la bloquer de partout, réseaux sociaux, téléphone, etc. Cependant, il est important de prendre ces informations avec des pincettes, car à de nombreuses reprises, les proches de Molly ont accusé Amber d'avoir modifié la réalité et de ne chercher que quelques minutes de gloire. Ils indiquent aussi que ce que Amber avait fait était en réalité bien plus sombre que ce qu'elle semble vouloir admettre. Des journalistes ont en effet révélé qu'environ 1 an avant sa mort, Molly avait publié des posts sur Facebook. Dessus, elle se plaint d'un ex, sans donner de nom, qui essayait d'entrer dans ses comptes bancaires. Elle y parle d'un individu instable, ayant tenté de l'intimider avec son arme de service en la pointant sur elle et en la menaçant lorsqu'elle a quitté la relation. Des accusations que Amber Brady a toujours niées. Elle déclara que ce n'était pas la seule à avoir partagé la vie de Molly, en sous-entendant que Molly ne parlait pas d'elle finalement. Après différents reportages partageant les propos de Molly, la famille a tenu à laver son honneur. Ils ont déclaré que sa relation avec Amber était terminée avant qu'elle n'entame une liaison avec son collègue. Ils affirment d'ailleurs qu'ils ont des preuves formelles qu'Amber a réellement menacé et harcelé Molly au moment de la rupture. Donc avec autant d'informations, on peut avoir de réels doutes sur ce qui s'est vraiment passé. Enfin bon, maintenant il est temps d'arrêter les spéculations et de revenir sur la certitude. De toute façon, comme dit plus tôt, qu'on accorde plus de crédit à la version d'Amber ou à celle des proches de Molly ne changera rien. C'est en prison que Molly va faire une rencontre qui va changer sa vie. Nouvellement embauchée en tant qu'agent de correction au centre correctionnel de la région de Moberly, elle fera la connaissance d'un certain James Addy. Ici, il ne s'agit bien évidemment pas d'un prisonnier avec qui elle aurait flirté.
C'était tout simplement un collègue qui occupait le même poste. Leur tâche principale consistait à fouiller les cellules, surveiller les détenus, effectuer des contrôles de sécurité, interrompre les bagarres, etc. Cet environnement pourtant peu propice à une atmosphère romantique voit les deux partenaires se rapprocher rapidement et ils entament une relation en 2011. Molly a alors 29 ans et James Eddy en a 47 passés. Et tout ça n'empêchera pas Molly à avoir un coup de foudre à celui qui a plus de 20 ans de plus qu'elle. Mais qui est donc ce James Eddy qu'elle a rencontré en prison? Qui est cet homme? Malheureusement pour les plus curieux d'entre vous, il y a très peu d'informations sur son enfance ou son adolescence. Né dans le Missouri, même son année de naissance reste secrète, et la plupart des sources hésitent entre 1964 et 1965. Cependant, une journaliste ayant creusé sur cette affaire dit qu'il serait né un 4 juillet, le jour anniversaire de la déclaration d'indépendance, qui à peu de choses près est l'équivalent d'un 14 juillet en France. Étant donné que James a évolué dans les corps des Marines américains et semblait être un fier patriote, cette coïncidence est plutôt originale. Alors qu'il aspire à une vie plus stable, il quitte l'armée américaine. Il travaille comme mécanicien dans une usine, puis il est transféré dans une prison pour un nouveau poste. Il a été précédemment marié 4 fois, et le dernier en date est avec Melanie Addy, une aide-soignante. Avec elle, il ne s'est pas contenté de juste lui passer la bague au doigt. Il a eu 2 beaux enfants, Emma et Ben. Si ces informations auraient pu en faire flipper plus d'une, Molly, quant à elle, n'a pas peur. Elle dira même de lui qu'il est tout ce qu'elle a toujours cherché. Rassurant, James lui apprend qu'il est en instance de divorce avec Melanie, et qu'une fois le divorce finalisé, il voulait passer le restant de ses jours avec elle. En attendant, et durant cette année que dure leur relation, ils partent en voyage. Direction la Floride, à Disney World, où ils prennent des photos où ils apparaissent très amoureux. Ils partent également ensemble au Mexique, et là encore, ils prennent de nombreuses photos attestant de leur complicité et de leur bonheur. Cependant, si au sein de leur couple tout semble bien se passer, les proches de Molly ne sont pas vraiment fans de James. Si dans un premier temps ils ont effectivement été surpris par l'écart d'âge entre les deux tourtereaux, c'est davantage son attitude qui les a mis mal à l'aise. Cet homme ne leur plaisait pas et il lui faisait savoir. Bien que la relation avec Molly ait duré un long moment, les siens ne l'ont fréquenté que très peu de fois et ne connaissent même pas son nom de famille. Tous sont cependant unanimes quant à la méfiance qu'il provoque chez eux. Ses parents le trouvent un peu étrange, froid, il ne regarde jamais les gens dans les yeux, comme s'il avait quelque chose à cacher. Tim, le frère de Molly, disait même de lui qu'il dégageait de mauvaises vibrations, qu'à la moindre question qui pouvait lui être posée, elle semblait très indiscrète directement. Une de ses tantes dira même de lui qu'il faisait penser à un fantôme qui entre et sort dans la pièce. Sa nièce, quant à elle, était extrêmement protectrice avec lui. Molly semble ne rien constater de suspect à l'égard de l'homme qu'elle considère comme son âme sœur. Il la rendait heureuse et ça lui suffisait amplement, donc elle ne voyait rien. Folle amoureuse de lui, elle est complètement comblée lorsqu'en 2017, après environ 7 ans de relation, il fait sa demande en mariage. Sûre et certaine que James est le bon, elle accepte et surprend ses proches en leur annonçant qu'elle est fiancée et que le jour J aura lieu en avril 2018. Molly est impatiente pour ce qu'elle envisage être le meilleur jour de toute sa vie. Ses proches en revanche sont plutôt très réservés quant à cette annonce. Molly et James fixent la date au 29 avril 2018 et ils envoient les invitations pour commencer les préparatifs. Enfin, c'est plutôt Molly qui commence, puisque suite à cet événement qui devait les rendre très heureux tous les deux, l'attitude de James change complètement. Molly s'en rendra compte et lui posera des questions s'il est sûr de vouloir continuer avec elle, parce que son attitude était très bizarre, il semblait contrarié, méfiant, enfin, un mélange de plein de petites choses. Elle avait des doutes, peut-être qu'il ne voulait plus l'épouser. Mais James va la rassurer avec des mots doux et des lettres qui témoignent son amour. Revigorée par ces belles paroles, Molly continue à préparer ce jour qu'elle veut magique. N'arrivant pas à se décider, elle achète 2 robes de mariée et elle réserve l'auberge de Stony Creek. Ensuite, elle va briefer coiffeuses et maquilleuses en leur expliquant son souhait d'avoir un mariage sur le thème de Disney. Toutes les personnes qui l'ont côtoyée à l'époque disaient qu'elle était très excitée et très heureuse de ce mariage. Mais d'un côté, on a un contraste énorme. Le futur marié ne semblait pas être dans la même longueur d'onde. Il avait une attitude détachée, nonchalante, presque indifférente. James était très louche. Il donna même l'impression aux employés engagés par sa fiancée de vouloir s'échapper au rendez-vous nécessaire à l'organisation des noces. Pour ne rien arranger, les premières réponses aux invitations commencent à arriver. Nombreux sont ceux qui ont refusé de venir au mariage, afin de lui faire part de leur réticence concernant cette union.
Parmi eux, il y a sa cousine et son frère qui a dû sacrément impacter Molly. Si elle parvient à faire changer d'avis de Tim avec un SMS émouvant, Jodie, sa cousine, s'en voudra probablement pour toute sa vie. Son dernier échange avec Molly était pour lui annoncer qu'elle ne viendrait pas. Tout ça parce qu'elle avait toujours eu un souci avec les mariages et les enterrements. Mais ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est que ce message était le dernier qu'elle lui enverrait. Et que malheureusement la prochaine fois qu'elle la rencontrerait, ce serait à ses funérailles. Enfin, comme un ultime coup du sort qui vient encore davantage noircir le tableau déjà plutôt sombre, Mélanie, l'ex-femme de James, avait eu un accident en décembre et était depuis dans le coma. Cependant, à quelques jours du mariage, James annonce que Mélanie, jusqu'alors sous assistance respiratoire, avait dû être débranchée et qu'elle venait donc de décéder. La situation était juste horrible. Imaginez 2 secondes. Problème sur problème. Que de très mauvaises nouvelles qui s'empilent, ça ne sentait vraiment pas bon. Alors que Molly met la touche finale à ce jour qu'elle a tant espéré, James de son côté gère les préparatifs liés à la mort et aux funérailles de son ex-femme. Honnêtement, ce mariage s'annonçait très mal. Comme je le disais, cette histoire prend de plus en plus une mauvaise tournure. Comme si quelque chose de très grave allait finalement se produire. Suite à cette annonce, Molly ne s'offusque pas le moins du monde lorsqu'elle reçoit un message lui indiquant qu'Emma, la fille de James qu'elle avait déjà rencontrée et qui devait venir au mariage, annule sa venue. Au vu des circonstances tragiques, son absence était plus que compréhensible. Malgré toutes ces péripéties, le mercredi 25 avril 2018, Molly et James vont récupérer leur licence de mariage. Ce document obligatoire qui autorise un couple à se marier et qui leur permet de sceller leur union. Si James n'a pas repoussé ce rendez-vous, contrairement à ceux prévus lors des préparatifs de mariage, son attitude à l'opposé de celle de Molly a frappé Mark Price qui officiait ce jour-là. Alors que l'enregistreur des actes de mariage est souvent confronté à des personnes heureuses et impatientes, il s'est heurté à l'attitude froide et contrariée de James. Ce dernier, à l'instar de ce que disaient les proches de la future mariée, semblait perturbé et ennuyé par les questions de Mark. Lorsque M. Price l'avait interrogé afin de savoir s'il avait déjà été marié et comment cela s'est terminé, James lui avait demandé pourquoi il avait besoin de savoir ça. Les réactions de James sont vraiment bizarres et on a l'impression qu'il cache quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce fourbe cache quelque chose de très sombre. Son comportement me fait penser à une double vie avec une autre femme, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, croyez-moi, on va vite le découvrir. Une fois le document rempli et signé, Molly et James quittent le bâtiment, main dans la main avec le précieux sésame. À ce moment-là, pour la future mariée, elle voulait vivre la meilleure des vies avec l'homme dont elle était follement amoureuse. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie qui commençait. Mais malheureusement, elle est très loin de se douter que les choses ne vont pas du tout se passer comme elle le voulait. Quelque chose de très sombre est en train de prendre forme. Les jours de Molly Watson sont comptés, mais ça, elle ne le sait pas. Mes amis découvrons ce qui s'est réellement passé pour cette pauvre femme. Le 27 avril 2018, au soir, Glenn McSparren est sur la route pour déposer sa fille chez sa mère dans le comté de Monroe. Il décide de prendre un raccourci et s'enfonce dans une rue boueuse, isolée et sinueuse entourée de bois, traversée par un petit ruisseau. Il voit alors une voiture passer près de lui, pensant que le conducteur voulait juste passer. La route étant assez étroite, Glenn se met à l'arrêt sur le côté pour lui faciliter le passage. Cependant, au lieu de dépasser, l'automobiliste s'arrête et descend du véhicule, s'approchant de lui. Malgré qu'il soit ébloui par les phares du véhicule en face du sien, M. McSparren arrive à distinguer qu'un autre véhicule est arrêté un peu plus loin, garé sur la droite. Avec difficulté, au vu de l'éclairage intense auquel il est soumis, Glenn parvient à apercevoir un homme blanc, plus âgé, s'éloignant de l'auto qu'il décrira plus tard comme une vieille voiture de grand-mère. Il ouvre alors sa fenêtre afin d'échanger avec l'individu pour voir s'il a besoin de quelque chose ou s'il a besoin d'aide. L'échange fut bref, mais l'homme lui indique qu'il n'en sait rien, qu'il n'y a personne dans les véhicules à côté et qu'il ne sait pas où sont les propriétaires. L'homme lui indique qu'il va sûrement en avoir pour un moment. Il lui conseille de passer par un autre chemin afin qu'il ne perde pas son temps. Surpris mais aussi probablement pressé et ne souhaitant pas trop traîner dans cet endroit isolé avec sa fille, Glenn recule et emprunte un autre itinéraire. Cependant, plus il y pense, plus ce qu'il a vu lui paraît suspect. Arrivé à destination, il évoque la scène étrange à laquelle il a assisté à sa mère et son frère. Le fait d'en parler avec eux confirme qu'il y a un truc louche et qu'il doit y retourner.
Sur le retour, à peu près 30 minutes après son premier passage, le voilà de nouveau sur le chemin de terre et de gravier isolé, perdu au milieu de nulle part. Plus il s'approche du lieu de la rencontre, plus il semble distinguer une ombre sombre sur le sol. Il s'approche prudemment, petit à petit, et là, ses phares éclairent ce qui semble être un corps. Oui, vous avez bien entendu, un corps humain. Paniqué, il ne cherche pas à comprendre et compose le 911. L'opérateur qui lui répond lui demande l'adresse et la raison de son appel. Face aux explications de Glenn, l'agent lui demande de sortir de son véhicule et d'aller voir de plus près ce qui se passe. Au vu de l'ambiance déjà oppressante des lieux, sortir de son véhicule en pleine nuit, ça a dû lui demander beaucoup, mais beaucoup de courage. Franchement, ce monsieur est très courageux. Uniquement éclairé par ses phares, le bruit de sa voiture masquait celui d'un danger potentiel. Max Parren s'avance en direction de la silhouette. Ce qu'il découvre, c'est une femme qui est allongée sur le sol. Elle ne bouge pas, et lorsque son regard croise le sien, il sait instantanément qu'elle est déjà morte. Il suit les instructions, mais elle est déjà froide et n'a plus de pouls. Face à ces informations plus que surprenantes dans cette partie calme du Missouri, l'agent au téléphone lui envoie directement une patrouille de police. Arrivée sur place, celle-ci commence l'enquête et se rend compte presque immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un accident. Le cadavre de la femme qu'ils ont trouvé présente un impact de balle à l'arrière de la tête. Une balle qui a été tirée à bout portant. Elle était vêtue d'un pantalon de pyjama ou de survêtement ainsi qu'un débardeur. La police commence à mener des investigations afin de savoir de qui il s'agit et pendant ce temps, l'équipe commence à récupérer les premiers éléments. Pas loin de l'endroit où la voiture de la victime a été trouvée, ils remarquent des traces de sang sur le sol ainsi que des marques de traînée. Une empreinte de pneu qualifiée de parfaite est prise à quelques mètres du corps et elle révèle une forme ressemblant à un double O assez distinctive des pneus de marque Goodyear. Ces premières constatations effectuées, l'information tombe. Le véhicule sur le bas-côté appartient à Molly Watson. En examinant de plus près le corps, ils constatent que ce qu'ils avaient potentiellement envisagé comme un vol ayant mal tourné ne semble pas correspondre aux éléments retrouvés. Elle porte encore sa bague de fiançailles et de l'argent est retrouvé dans son sac à main. De plus, la blessure fatale ressemble davantage à une exécution qu'une balle tirée au hasard. Un autre détail encore plus effroyable vient se rajouter. Une licence de mariage datant d'à peine 2 jours et indiquant le nom de Molly Watson et James Eddy est retrouvée dans le véhicule de la victime. La question que tout le monde se pose à ce moment précis, qui a tué Molly Watson? Qui a pris la vie de cette pauvre femme, bon sang? À 2 heures du matin environ, une patrouille de police sonne chez Timothy Watson et Sandra Lynn Davis pour leur annoncer l'épouvantable nouvelle. Dans la foulée, Tim, le frère de Molly, est réveillé par sa femme qui doit lui annoncer l'insupportable information. Celle qui était décrite par sa cousine comme la personne la plus chanceuse qu'elle n'ait jamais connue vient de connaître un destin des plus tragiques à seulement 35 ans. Tout le monde est submergé par le désespoir et la souffrance. Personne, au grand personne ne comprend ce qui se passe. Molly vient de mourir de façon incompréhensible et les questions restent sans réponse. Cette nuit du 27 avril 2018 restera gravée dans la mémoire de la famille Watson. Ils ont été petit à petit informés du décès brutal de leur être si cher qui se préparait à vivre la journée la plus importante de sa vie. Pour eux, rien ne sera plus jamais comme avant. Il est maintenant temps pour les policiers de se diriger vers la maison de James Eddy. Ils devaient lui annoncer que celle qu'il aimait et qu'il devait épouser dans les moins de 48 heures vient d'être retrouvée abattue d'une balle dans la tête. Alors que la police s'apprête à quitter la scène du crime, Brandon, qui est le shérif adjoint du comté de Monroe, repère un t-shirt qui, au vu de sa localisation, proche du lieu du meurtre, semble important. Il décide donc de le ramasser et de le considérer comme une preuve. Plus loin, il aperçoit une boîte de munitions, calibre 22, vide, qui est également ajoutée à la liste des indices concernant l'affaire Molly Watson. Malheureusement, le temps presse et il ne peut pas rester là à collecter tous les éléments pendant toute la nuit. Tandis qu'une partie de l'équipe continue à recueillir des preuves, c'est le cœur lourd que Brandon Osborne s'apprête à frapper chez James en lui annonçant la pire nouvelle qu'on peut annoncer à quelqu'un. Brandon se prépare psychologiquement comme il le peut pour faire face à la désolation qui va s'abattre sur le pauvre fiancé. Cependant, rien ne les préparait au choc qu'ils allaient avoir en sonnant chez James. Ils ne s'attendaient pas au changement de direction impensable que prendrait l'enquête. Au milieu de la nuit, Brandon et son équipe toquent à la porte. Cette dernière s'ouvre et James apparaît en peignoir. La police pénètre dans la maison et là, une invraisemblable surprise les attend. James n'est pas seul.
Alors que sa future fiancée vient d'être retrouvée morte au milieu de nulle part, que la police débarque chez lui au beau milieu de la nuit, James est en peignoir chez lui avec une autre femme. Cette dernière ne semble pas comprendre la raison de leur visite, donc elle va leur demander. Les policiers qui se posent exactement la même question lui demandent alors son identité et la réponse est tout simplement choquante. La femme qui se tient devant eux est Melanie Heidi. C'est la femme de James, apparemment toujours belle et bien vivante. Face à l'incompréhension et la surprise qui règnent dans la maison, James se sent comme obligé de s'expliquer. Ce qui révèle laissera chacune des personnes présentes dans l'habitation bouche bée. Il déclare alors qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû, et il avoue sa liaison avec Molly. C'est donc ainsi que Melanie Heidi, sa femme depuis 23 ans et mère de ses 2 enfants, apprend que son cher époux menait une double vie depuis 7 ans. Il la trompait depuis tout ce temps, faisant croire à Molly qu'il restait avec elle le temps que sa fille adolescente finisse ses études, tout en lui demandant sa main. Pire encore, afin de gagner du temps et probablement de l'amadouer encore un peu plus, il lui annoncera que Melanie Heidi était morte. Il avait des prétextes tout trouvés pour justifier qu'il était occupé à être présent pour ses enfants et à s'occuper des funérailles pour l'aider avec leur mariage. Le mec ment comme il respire. Et le pire, c'est qu'il va simuler la mort de sa propre femme pour sa fiancée. Quoi? C'est tellement tordu et sombre, on a affaire à la pire des pourritures. Simuler la mort d'une personne qui est toujours vivante, faut vraiment être fou. Si la surprise des forces de l'ordre est palpable, celle de Melanie la fait presque tomber à la renverse. Sa fille Emma dort à l'étage et on vient lui annoncer à elle, sa femme, que la fiancée de son mari vient d'être retrouvée assassinée. Imaginez-vous à sa place, ça fait peur. La pilule a du mal à passer et Brandon Osborne, aussi estomaqué que suspicieux de ces révélations, décide de l'arrêter et l'emmener au poste le temps de tirer tout ça au clair. Interrogé, James, qui semble très stressé, niera en bloc les accusations de meurtre. Les enquêteurs, lors de l'interrogatoire, n'y croient pas une seule seconde. Malheureusement pour lui, les preuves s'accumulaient petit à petit contre lui. Les enquêteurs découvrent que James possédait 2 téléphones, un officiel et un secret, de couleur violet, qu'il utilisait pour communiquer avec Molly. Une fois celui-ci en leur possession, ils n'ont plus qu'à se servir. À l'intérieur se trouvent de nombreuses preuves venant notamment démentir ces différentes versions et alibis visant à se couvrir. Mis au pied du mur, il a dû reconnaître qu'il avait eu plusieurs échanges de SMS avec Molly. Il a eu aussi un appel de 22 minutes le soir du meurtre entre lui et Molly. La géolocalisation du téléphone a permis de constater que cet appel a eu lieu lorsqu'elle se rendait à l'endroit où son cadavre fut découvert. D'ailleurs, des SMS très étranges envoyés de James à lui-même prouvent qu'il tentait de s'encourager à faire quelque chose d'horrible. C'est à la fois très bizarre et flippant. Le mec s'envoyait lui-même des messages pour s'encourager à commettre l'irréparable. Je vous avais prévenu au début de cette affaire que l'individu derrière ce meurtre n'était pas très malin. Il a laissé beaucoup trop de preuves derrière lui, et j'ai envie de dire, cheh, heureusement, c'est tout ce que tu vas mériter d'être enfermé, parce que des personnes comme lui, des pourritures comme lui, on n'en veut pas. Melanie, qui peine encore à se remettre du choc, profite de l'absence de son mari pour fouiller sa propre maison et essayer de comprendre. Elle découvre alors des albums remplis de photos de James et Molly prises durant leurs différents voyages. Son époux l'avait justifié à l'époque comme des road trips entre copains et des voyages d'affaires. Ici, c'est l'ultime preuve pour sa femme qu'il avait menti depuis le début. Alors qu'il est avec la police en train d'être interrogé et qu'il persiste à nier, les résultats scientifiques tombent. Molly a été abattue d'une balle de calibre 22. Une boîte de munitions a été retrouvée sur la scène du crime, ainsi que l'arme utilisée. Et ce n'est pas terminé, il y a encore des preuves. Vous vous souvenez du t-shirt trouvé par Brandon Osborne? Il était recouvert de résidus de tir ainsi que du sang de Molly. Cependant, encore plus incriminant, c'est Emma, sa propre fille, qui permettra de lier cette tenue à James. En effet, ce vêtement est un modèle unique qui a été réalisé par la jeune adolescente pour son papa. Il n'existe aucun autre modèle similaire. Là, ça commence à faire beaucoup. Et on sent qu'il est de plus en plus dans la merde. Concernant les empreintes de roues découvertes non loin du corps de Molly, d'après les experts, les traces de pneus correspondent parfaitement au véhicule de James. Enfin, Glenn McSparren a donné une description qui matche à la fois avec James et à la fois avec son véhicule. Et il y a aussi 2 autres personnes qui ont témoigné contre lui. Prince Andren et Richard Painter. Ce sont 2 détenus ayant côtoyé James lors de sa détention préventive. Chacun d'eux a déclaré que le fiancé avait avoué avoir laissé une personne face contre terre,
dans un fossé, alors qu'il était tranquillement en train de regarder la télé dans la salle commune. Là, à ce stade, on a beaucoup trop d'éléments qui pointent James Eady. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi il a tué Molly. Quel est le motif de cet assassinat? Au bout de 7 ans de mensonges et manipulations, Molly avait enfin découvert son secret. Les investigations menées sur le téléphone de Molly ont démontré que la veille de son meurtre, elle avait fait des recherches dans la rubrique nécrologique. Elle était à la recherche de l'avis de décès de Melanie Eady. Ne trouvant rien, la fiancée de James a compris que Melanie n'était pas du tout morte et qu'aucun divorce n'était à l'horizon. Et c'est là qu'elle a souhaité le confronter. Et lui, de son côté, il était en train de perdre le contrôle. Si Molly parlait, il risquait de tout perdre. Il a préféré prendre les devants et tenter d'enterrer la vérité et la disgrâce qui en découlerait. Se sentant coincé et n'ayant pas le courage d'assumer ses mensonges et ses conséquences, il s'est dit qu'abattre Molly, c'était la meilleure de ses options. Il lui a donc donné rendez-vous dans une zone isolée, sous un faux prétexte. Mis au pied du mur, il choisit entre sa femme et sa fiancée. Fidèle à lui-même et à la lâcheté qui le caractérise, James a toujours clamé son innocence. Malheureusement pour lui, lors de son procès ayant débuté le 26 avril 2021, nier et plaider le doute n'auront pas suffi. Il avait beaucoup trop de preuves contre lui, et lors du procès, il refuse de parler. Il pensait que son avocat pourrait le sortir de là, en disant qu'aucune preuve directe, telle que l'arme du crime ou trace ADN, ne permettait de l'identifier. Mais le faisceau de preuves indirectes a été si largement suffisant pour mettre d'accord les jurés. Il sera jugé coupable de meurtre au premier degré et d'action criminelle armée le 29 avril. Une fois son verdict annoncé, lui qui avait pleinement exercé son droit à garder le silence tout au long du procès, va demander à lire une lettre d'amour qu'il avait écrite pour son ex-fiancé. Cela ne dupera personne. Le 12 juillet, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans supplémentaires. Le fils de Molly était également présent lors du procès. Il a tenu à rendre hommage à sa maman, partie bien trop tôt. « Tu m'as enlevé l'une des personnes les plus importantes de ma vie. C'était une personne incroyable, intelligente et belle. » C'est ce qu'il a déclaré. Et il finira en disant que sa mère avait pris de bonnes décisions pour lui et qu'elle n'avait pris qu'une seule mauvaise décision, celle de faire confiance à James Eady. James travaille actuellement pour faire appel à sa condamnation, en prétextant que son avocat était incompétent. Donc il risque peut-être d'avoir un nouveau procès. Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. À titre d'info concernant Melanie, dans cette histoire, elle a été complètement écartée de tout soupçon et il est certain à presque 99% qu'elle n'était au courant de rien. James était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et il avait toujours de bonnes excuses pour ne pas rentrer directement après le travail. De plus, lors de ses voyages d'affaires, il imprimait par exemple des documents commerciaux afin de rendre plus crédibles ses mensonges. Emma, appelée à la barre, a découvert qu'elle faisait partie des invités prévus au mariage de son père avec Molly. Alors qu'il l'avait présentée à sa fille comme une amie, pour que sa fiancée ne trouve pas ça suspect, il avait fait croire qu'elle serait présente à la cérémonie. Cet homme était un as de la manipulation pour les femmes amoureuses, et qui de par leurs sentiments à son égard, était probablement moins alerte qu'elle ne l'aurait dû. Il est d'ailleurs important que vous sachiez qu'à peine une semaine après avoir découvert la relation d'adultère qu'entretenait son époux, Melanie a demandé le divorce et n'a pas hésité une seule seconde pour témoigner contre lui. Elle a d'ailleurs déclaré que si elle avait été extrêmement surprise d'apprendre la liaison avec Molly, elle était en revanche persuadée qu'il était capable de commettre le meurtre. D'après elle, il pouvait être intimidant et contrôlant. S'il avait l'impression d'être coincé, il aurait sérieusement pu envisager cette option comme une issue valable. Ainsi se termine l'affaire Molly Watson. Elle a été assassinée d'une balle à l'arrière de la tête par l'homme qu'elle aimait. Jusqu'au bout, il aurait été trop lâche pour affronter ses mensonges et ses conséquences. Il va la battre par derrière pour ne pas avoir à croiser son regard. C'est tellement lâche. C'est fou de voir à quel point l'être humain peut aller aussi loin. Au lieu de faire les choses bien, de divorcer et de mener une autre vie, non, lui, il va péter les plombs et il va l'assassiner. La pauvre Molly Watson était très amoureuse, elle voulait simplement vivre et avoir une famille. Mais ce lâche a tout détruit. J'aimerais beaucoup lire vos avis concernant cette affaire en commentaire. Meskina, je vous promets, j'ai beaucoup de peine pour Molly, qui est partie bien trop tôt. Cette affaire fait vraiment de la peine et on n'ose même pas y croire, tellement c'est impensable. Enfin bref, il est temps pour moi de vous laisser. Mes amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Cette semaine qui va venir, j'ai envie que tu te fasses plaisir. Oublie pas que cette vie elle est courte, bordel. Fais-toi plaisir.
On le voit bien assez avec les affaires qu'on traite ensemble. La vie est fragile, la vie est courte. Profitez, sortez, faites-vous plaisir, sérieux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Et d'ailleurs, si tu es resté jusque-là, dis-moi ce que tu penses de mon nouveau bonnet sur Instagram. Mogota-sama, je t'attends petit fourbe. Bref, il est temps pour moi de me téléporter. À bientôt.